L'enveloppe arriva un mardi après-midi ordinaire, son poids trompeusement léger pour quelque chose qui allait briser une vie entière de certitude. La princesse Béatrice la tint entre ses doigts tremblants, le sceau royal déjà brisé par les officiels du palais qui en avaient vu le contenu en premier. Une violation de la vie privée qui semblerait plus tard triviale comparée à ce qui se trouvait à l'intérieur. Pendant 36 ans, Béatrice avait marché dans les couloirs dorés avec la connaissance inébranlable de qui elle était. Elle était une princesse de sang, une fille du royaume, sa lignée remontant à travers des siècles d'ascendants soigneusement documentés. Chaque portrait sur chaque mur murmurait le même message rassurant: tu appartiens ici. Le test génétique avait été routinier, presque banal, un dépistage de santé préventif recommandé par les médecins du palais, inquiets des conditions héréditaires. Elle avait fourni l'échantillon sans hésitation, sans jamais imaginer que la science deviendrait le bourreau de son identité. Les mots sur la page se brouillèrent alors que des larmes montaient à ses yeux. Analyse de paternité terminée. Probabilité de paternité, 0,00%. Sujet exclu en tant que père biologique. Le langage clinique n'offrait aucun réconfort, aucun coussin contre la chute. En un seul instant, l'architecture soigneusement construite de sa vie s'effondra en ruine. Les murmures qui précédèrent la vérité bien avant que Béatrice ne déplie ce rapport dévastateur. Des murmures hantaient le palais comme des fantômes agités. Ceux qui avaient servi la famille royale dans les années 1980 portaient des souvenirs qu'on les avait payés grassement pour oublier. Souvenirs de tensions crépitant derrière des portes closes, d'absences inexpliquées, d'un mariage qui semblait parfait sur les photos mais s'effilochait dangereusement en privé. Margaret Thornwood, aujourd'hui âgée de 78 ans et retraitée depuis longtemps du service au palais, se souvient de ces années avec une clarté inconfortable. Il y avait des nuits où les voix portaient dans les couloirs, raconte-t-elle, les mains serrées sur ses genoux. Des portes qui claquaient, de longs silences plus lourds que n'importe quelle dispute. On n'était pas censé remarquer, mais on remarquait. On remarquait toujours. Le mariage entre la mère de Béatrice, Sarah, et l'homme que le monde croyait être son père, le prince Édouard, n'avait jamais été un mariage d'amour. C'était une union arrangée, bénie par la tradition et la nécessité, conçue pour renforcer les alliances et produire des héritiers. Au moment où Béatrice fut conçue, la relation s'était détériorée en une performance soigneusement chorégraphiée, convaincante pour le public, mais creuse en coulisses. Les archives du palais de cette période, aujourd'hui scrutées avec une intensité nouvelle, révèlent des schémas qui auraient dû susciter des questions. De longs séjours que Sarah effectuait seule dans la propriété à la campagne. Des rendez-vous effacés des agendas officiels. Un certain gentleman qui apparaissait fréquemment sur des photos informelles, toujours soigneusement coupées des versions publiées. Un homme dont le nom émergerait plus tard des résultats ADN comme un fantôme sortant de l'ombre. Il s'appelait James Staunton et, un ami proche de la famille qui évoluait dans les cercles royaux avec l'aisance de quelqu'un qui appartenait au milieu sans jamais vraiment y être. Charmant, cultivé, et d'une beauté dévastatrice. Il avait été une figure récurrente des rassemblements au palais au début des années 80. Ce que peu de gens savaient, c'est que sa connexion avec Sarah allait bien plus loin que les apparences publiques assez profondes pour créer un secret qui mettrait des décennies à éclater. Et la machinerie de la tromperie. Lorsque les officiels du palais commencèrent à soupçonner la vérité sur la paternité de Béatrice, ils agirent avec l'efficacité d'une opération militaire. Le camouflage ne naquit pas de la malveillance, mais d'une terreur institutionnelle, la peur qu'une telle reconnaissance déstabilise la monarchie elle-même. Sir Anthony Wedderb, alors secrétaire privé de la reine, orchestra la dissimulation avec une précision méticuleuse. Les documents qui auraient pu révéler des incohérences dans le calendrier de la grossesse de Sarah furent discrètement transférés dans des archives si profondes qu'ils auraient aussi bien pu être enterrés en mer. Les photographies furent retouchées avec un soin prénumérique, des silhouettes effacées ou coupées des bords des cadres. Les membres du personnel qui avaient trop vu se retrouvèrent mutés dans des propriétés royales éloignées ou proposés à des retraites anticipées trop généreuses pour être refusées. L'argent dépensé pour le silence aurait pu financer un petit hôpital, avoue un ancien comptable du palais sous couvert d'anonymat. Des enveloppes de billets changèrent de main. Des accords de confidentialité furent signés sous menace d'anéantissement juridique. Nous avons bâti une forteresse de mensonges, brique par brique coûteuse. Mais l'outil le plus efficace ne fut pas argent. Ce fut le contrôle du récit. La machine de relations publiques du palais tissait des histoires avec un art magistral, inondant les journaux de contes de bonheur domestique, Édouard penché sur sa fille nouveau-née, Sarah rayonnante de joie maternelle. Chaque photo soigneusement mise en scène renforçait l'histoire officielle jusqu'à ce qu'elle devienne indiscernable de la vérité. James Staunton est, quant à lui, disparu discrètement des cercles royaux. Il accepta un poste diplomatique à l'étranger, un exil commode déguisé en promotion. Pendant des années, il vécut dans le silence, lié par des accords qui menaçaient de ruine financière s'il les rompait, portant un secret qui s'alourdissait d'année en année. Le moment où tout vola en éclats. Béatrice lut le rapport 3 fois avant que la réalité ne pénètre son choc. Chaque lecture était comme une nouvelle trahison, les mots coupant plus profondément à chaque répétition. Pas le père biologique. L'homme qui lui avait appris à monter à cheval, qui avait assisté à tous ses spectacles scolaires,
qu'il avait promené dans les jardins du palais en lui expliquant le devoir et la tradition. Cet homme-là ne partageait aucun sang avec elle. Elle s'effondra sur le canapé de velours dans ses appartements privés, les meubles ornés lui paraissant soudain comme des accessoires dans une pièce de théâtre élaborée. Des sanglots secouèrent son corps tandis que 36 ans de souvenirs subissaient une réinterprétation violente. Édouard avait-il su? L'avait-il regardée tout au long de son enfance en sachant qu'elle n'était pas vraiment sa fille? Chaque étreinte, chaque conseil, chaque expression de fierté était-il sincère, ou des performances aussi soigneusement répétées que n'importe quelle cérémonie royale? Les questions se multiplièrent comme des fissures dans la glace, s'étendant jusqu'à ce que plus rien ne semble solide. Qui d'autre avait su? Sa mère, certainement. Mais sa grand-mère, la reine elle-même? Ses frères et sœurs? Avait-elle passé toute sa vie comme la seule personne ignorante de sa propre histoire? Sa dame de compagnie, Alexandra, la trouva des heures plus tard, toujours serrant le rapport froissé. Du mascara coulait sur ses joues. Votre Altesse, la famille demande votre présence, dit doucement Alexandra, bien que ses yeux trahissent son propre choc. Elle avait manifestement été briefée. Quelle famille? Demanda Béatrice, la voix rauque. Celle qui m'a élevée ou celle à laquelle j'appartiens apparemment. La confrontation, la réunion eut lieu dans la salle de Chêne, une chambre privée où la famille se rassemblait pour des discussions trop sensibles pour d'autres oreilles que les leurs. Béatrice entra et les trouva assemblés comme un tribunal. Sa mère pâle et tremblante. Édouard, le visage taillé dans la pierre. Sa grand-mère, la reine, maintenant une composure royale même maintenant. Et plusieurs conseillers seniors, dont la présence semblait une invasion. Depuis combien de temps savez-vous? La voix de Béatrice trancha le silence lourd, chaque mot aussi tranchant que du verre brisé. Les lèvres de Sarah tremblèrent. Ma chérie, s'il te plaît. Depuis combien de temps? Depuis avant ta naissance, murmura Sarah. L'aveu frappa comme un coup physique. Béatrice se tourna vers Édouard, cherchant sur son visage de la colère, du soulagement, n'importe quoi qui l'aiderait à comprendre. Tu savais. Tu savais depuis le début, et tu m'as laissé croire. Tu es ma fille à tous les égards qui comptent, dit Édouard, la voix épaisse d'émotion. Le sang ne définit pas. Mais si, cria Béatrice, sa voix résonnant contre les panneaux de Chêne. Ça définit quand toute mon identité, ma place dans cette famille, mon droit à un statut royal est bâti sur un mensonge. Ça définit quand vous avez tous décidé que votre précieuse institution comptait plus que mon droit de savoir qui je suis vraiment. La reine, silencieuse jusqu'alors, parla avec l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Béatrice, tu dois comprendre la position dans laquelle nous étions. La monarchie. Je me fiche de la monarchie. Les mots restèrent suspendus dans l'air, hérétiques et dangereux. Je me fiche que chaque personne dans cette pièce ait choisi de me tromper pendant des décennies. Je me fiche que toute ma vie soit une fiction que vous avez tous accepté de maintenir. La dispute qui suivit fut brutale dans son honnêteté. Les voix montèrent à des niveaux que les royaux étaient entraînés à ne jamais atteindre. Les accusations volèrent. Sarah pleura ouvertement, essayant d'expliquer la situation impossible dans laquelle elle s'était retrouvée, piégée dans un mariage sans amour, trouvant un bref bonheur avec James, puis découvrant qu'elle était enceinte et confrontée à un choix qui n'en était pas un. Édouard défendit la décision avec un pragmatisme froid. Exposer la vérité aurait tout détruit. Le scandale seul aurait pu faire tomber la monarchie. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Vous avez fait ce qui était commode, rétorqua Béatrice. Vous vous êtes protégé et m'avez laissé vivre un mensonge. Ce furent les mots suivants de sa grand-mère qui blessèrent le plus profondément. Nous t'avons protégé, Béatrice. Nous t'avons donné une vie de privilège, de sécurité et de sens. Penses-tu que James Thornton aurait pu t'offrir quoi que ce soit de tout cela? La question révélait tout, la croyance fondamentale du palais qu'ils avaient fait une faveur à Béatrice en lui cachant sa paternité. Qu'une vie royale bâtie sur la tromperie valait mieux qu'une vérité vécue dans l'obscurité. Je veux le rencontrer, dit enfin Béatrice, la voix vide. Je veux rencontrer mon père. Mon vrai père. La pièce devint silencieuse. C'était la seule demande qu'ils avaient espéré qu'elle ne fasse jamais. Rencontrer James Thornton et la rencontre fut organisée avec le secret d'une opération clandestine. James vivait discrètement en Écosse, revenu en Grande-Bretagne après des décennies à l'étranger. À 68 ans, il portait le poids de son secret comme un fardeau physique. Ses épaules perpétuellement voûtées comme sous une pression invisible. Ils se rencontrèrent dans une propriété privée loin de Londres, à l'abri des caméras et des regards curieux. Béatrice arriva la première, le cœur battant contre ses côtes. Quand James entra, elle vit ses propres yeux la regarder. La même nuance inhabituelle de vert, le même motif de taches dorées. C'était comme regarder dans un miroir qui reflétait non pas son moi actuel, mais son héritage génétique. J'ai imaginé ce moment pendant 36 ans, dit doucement James, debout maladroitement près de la porte. J'ai imaginé ce que je dirais,
comment je m'expliquerais? Mais maintenant que tu es là, je trouve que je n'ai pas de mots à la hauteur. Pourquoi n'as-tu pas lutté pour moi? Demanda Béatrice, la question jaillissant avant qu'elle ne puisse la retenir. Le visage de James s'effondra. Parce qu'ils m'ont donné un choix qui n'en était pas vraiment un. Ils ont dit que si je restais silencieux, tu aurais tout, titre, sécurité, sens. Si je les défiais, nous perdrions tous les deux. Tu serais qualifié d'illégitime, dépouillé de ta place dans la famille, et je serais détruit financièrement et socialement. Quel genre de père aurais-je été de t'imposer cela? Donc tu as choisi rien plutôt que quelque chose, dit Béatrice, bien que sa colère s'estompait, remplacée par une profonde tristesse. J'ai choisi ce que je croyais être la meilleure vie pour toi, répondit James. Que j'ai eu raison ou tort, je me le suis demandé tous les jours depuis. Mais Béatrice. Sa voix se brisa. Je t'ai aimé dès l'instant où j'ai su que tu existais. Chaque photo de toi que je pouvais trouver, je l'ai gardée. Chaque article sur ton travail, je l'ai conservé. J'ai été ton père à distance, et cela a été la plus grande douleur et le plus grand privilège de ma vie. Ils parlèrent pendant des heures, démêlant l'histoire pièce par pièce. James expliqua sa relation avec Sarah, comment ils avaient trouvé du réconfort l'un chez l'autre pendant une période où tous deux se sentaient piégés par les attentes. Ce n'avait pas été une liaison torride, mais une brève connexion authentique entre deux personnes noyées dans le devoir. Quand Sarah découvrit qu'elle était enceinte, le timing rendait plausible qu'Edward puisse être le père. Le palais saisit cette plausibilité et la transforma en certitude. As-tu déjà voulu me le dire? Demanda Béatrice. Tous les jours, avoua James. Mais j'avais signé des accords, fait des promesses, et plus que cela, je t'ai vu devenir une femme extraordinaire. Tu semblais heureuse, avec un but. Je me suis dit que peut-être leur façon avait été la bonne, que tu étais mieux sans savoir. J'avais droit à la vérité, dit doucement Béatrice. Oui, admit James. Tu l'avais, et je regretterai mon silence pour le reste de ma vie. L'éruption publique malgré les efforts du palais, l'histoire fuita. Un employé subalterne, esséuré par des décennies de tromperie, fournit des documents à un journaliste d'investigation. En 48 heures, la révélation explosa sur tous les médias du monde. Scandale de la lignée royale. L'ADN révèle le vrai père de la princesse Béatrice. Tromperie du palais exposé. Des décennies de mensonges sur la paternité royale. Et la princesse en lame alors qu'un test génétique brise son identité royale. Les titres étaient impitoyables et l'histoire domina les cycles d'information pendant des semaines. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de se retourner contre Béatrice, le public se rallia à sa défense. Elle fut vue non comme l'architecte du scandale, mais comme sa victime, une femme qui avait vécu toute sa vie comme une actrice involontaire dans le scénario de quelqu'un d'autre. Les réseaux sociaux explosèrent de soutien. #StandWithBéatrice devint viral dans le monde entier. Des milliers de lettres affluèrent au palais, de personnes partageant leurs propres histoires de surprises de paternité, de secrets familiaux, et de l'expérience dévastatrice de découvrir que leur identité n'était pas ce qu'elles croyaient. Mais le soutien vint avec des exigences. Le public voulait de la responsabilité. Comment le palais avait-il pu maintenir une telle tromperie pendant des décennies? Quels autres secrets étaient gardés? Le scandale raviva des débats longtemps couverts sur la pertinence et la légitimité de la monarchie dans la Grande-Bretagne moderne. Le Parlement convoqua des sessions spéciales. Des constitutionnalistes débattirent des implications pour la succession. Si la paternité de Béatrice était remise en question, qu'est-ce que cela signifiait pour la légitimité royale en général? La revendication d'autorité de la monarchie reposait sur la lignée sanguine. Que se passait-il quand cette lignée se révélait être plus fiction que fait? Des manifestations éclatèrent devant Buckingham Palace, bien que la plupart ne demandaient pas que Béatrice soit dépouillée de ses titres. Au contraire, ils exigeaient transparence, honnêteté, et la fin du secret institutionnel qui avait permis une telle tromperie. Le choix impossible dans les semaines qui suivirent la révélation publique, Béatrice dut prendre une décision qui définirait le reste de sa vie. Le palais lui offrit une voix, reconnaissance publique de la situation, mais continuation de son rôle royal. Édouard resterait son père en titre sinon en sang. Il présenterait cela comme une histoire d'amour transcendant la biologie, d'une famille qui se choisit malgré les circonstances. L'alternative était de partir, renoncer à ses titres, reconnaître publiquement James comme son père, et construire une vie hors du cadre royal qui avait défini son existence. Les deux options semblaient être une trahison. Rester signifiait accepter la légitimité de la tromperie, devenir complice de la malhonnêteté institutionnelle qui avait façonné sa vie. Partir signifiait abandonner l'homme qui l'avait élevé, la famille qu'elle aimait malgré tout, et le sens du devoir que la vie royale lui avait donné. Elle passa de longues nuits à marcher seule dans les jardins du palais, luttant avec le poids impossible du choix. Et sa relation avec Édouard était devenue douloureusement compliquée. Elle l'aimait encore, valorisait les années où il avait été son père. Mais elle ne pouvait oublier qu'il avait choisi la tromperie plutôt que la vérité, l'institution plutôt que l'honnêteté. James, de son côté, ne fit aucune exigence. Je n'attends rien de toi,
lui dit-il lors d'une de leurs rencontres de plus en plus fréquentes. Tu ne me dois ni relation ni reconnaissance publique. Quelle que soit ta décision, je la soutiendrai. J'ai déjà eu 36 ans pour accepter mon rôle. C'est toi qui viens de le découvrir. Prends tout le temps qu'il te faut. Au moment où l'histoire semblait atteindre sa conclusion, les archivistes du palais découvrirent quelque chose qui changea tout une fois de plus. Au fond des archives royales, enfouis dans des registres généalogiques que peu consultaient, ils trouvèrent une connexion à laquelle personne ne s'attendait point. James Thornton et n'était pas seulement un ami de la famille. Son ascendance remontait à une branche cadette de la famille royale elle-même assez éloignée pour avoir perdu depuis longtemps tout droit au titre, mais assez proche pour partager le sang royal. La connexion datait de 5 générations, jusqu'à un fils cadet qui avait épousé hors de l'aristocratie, ses descendants s'éloignant progressivement des cercles royaux. Et la découverte fut à la fois vindicative et dévastatrice. Le scandale de Béatrice n'était pas une rupture complète avec la lignée royale, mais une reconnexion compliquée à travers des chemins inattendus. Elle portait bien du sang royal, mais pas la lignée directe que tout le monde avait cru. Le palais, désespéré de trouver une bouée de sauvetage, saisit cette révélation. Ils la présentèrent comme une preuve que Béatrice avait toujours appartenu, que le destin avait assuré que le sang royal retrouve son chemin vers le trône malgré les machinations humaines. Mais pour Béatrice, la découverte n'apporta aucun réconfort. Cela ressemblait à une nouvelle tentative de gérer le récit, de remodeler une vérité gênante en quelque chose de plus palatable pour le public. Résolution et transformation. Finalement, Béatrice choisit une troisième voie que personne n'avait anticipée. Elle resterait une royale active, mais à ses propres conditions. Elle exigea et obtint un accord sans précédent. Le palais reconnaîtrait publiquement toute la vérité, le rôle d'Édouard comme père par amour mais non par biologie, la paternité biologique de James, et les décennies de tromperie institutionnelle qui avaient gardé le secret enfoui. Plus important encore, elle insista pour utiliser sa plateforme afin de défendre la vérité dans les relations familiales, le droit des enfants à connaître leurs origines génétiques, et la fin du secret institutionnel qui avait défini la vie royale pendant des siècles. Et sa première apparition publique après l'annonce fut à une association caritative soutenant les enfants nés par don de gamètes ou dans des situations familiales complexes. Un choix délibéré qui signalait son engagement à honorer la vérité plutôt que la tradition. Quand elle parla, sa voix était claire et forte. Plus la femme incertaine qui avait sangloté sur des résultats ADN. Je me tiens devant vous comme quelqu'un dont l'identité a été réécrite sans mon consentement, dit-elle. Mais je me tiens aussi devant vous comme quelqu'un qui a appris que la famille est plus compliquée que les lignées sanguines, que l'amour est plus réel que les titres, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge confortable. Édouard, assistant à l'événement malgré le coup personnel, la regarda depuis le public les larmes aux yeux. Leur relation ne serait jamais plus ce qu'elle avait été, mais elle n'était pas détruite. Ils apprenaient à naviguer un nouveau territoire ensemble, construisant quelque chose d'authentique sur les ruines de la tromperie. James resta largement hors des projecteurs, respectant le besoin de Béatrice de contrôler son propre récit. Mais ils se rencontraient régulièrement, construisant soigneusement la relation qui leur avait été refusée pendant des décennies. Et la monarchie elle-même fut changée à jamais. Le scandale avait arraché une autre couche de mystique, forçant l'institution à confronter sa tendance au secret et au contrôle. Certains dirent que cela l'affaiblissait. D'autres pensaient que cela la renforçait en la rendant plus humaine, plus honnête, plus pertinente dans un monde moderne qui valorise l'authenticité plutôt que l'image soigneusement gérée. Et la femme qui refusa d'être définie 2 ans après la révélation, Béatrice publia un mémoire qui devint un best-seller international. Vérité et titre, le voyage d'une princesse au-delà de la tromperie. Dans le dernier chapitre, elle réfléchit au parcours. Pendant des années, j'ai cru que mon identité était fixe, écrite dans le sang et la tradition. Les résultats ADN n'ont pas seulement révélé mon père biologique. Ils ont révélé que je vivais l'histoire de quelqu'un d'autre. La partie la plus douloureuse n'était pas d'apprendre l'existence de James. C'était de réaliser que les gens en qui j'avais le plus confiance avaient choisi la préservation institutionnelle plutôt que mon droit à la vérité. Et voici ce que j'ai appris. Nous ne sommes pas définis par les mensonges que les autres racontent sur nous, ni même par les vérités qu'ils nous cachent. Nous sommes définis par la façon dont nous réagissons quand nous nous voyons enfin clairement. Je suis la fille de James Thornton. Je suis aussi la fille d'Édouard qui m'a élevée avec amour malgré les circonstances compliquées. Je suis une femme dont la vie a été façonnée par la tromperie mais qui refuse d'être définie par elle. Et la couronne que je porte est différente maintenant. Plus légère peut-être, mais gagnée plus honnêtement. Je la porte non parce que la lignée sanguine l'exige, mais parce que je choisis de servir. Et ce choix, fait en pleine connaissance de qui je suis, signifie plus que n'importe quel titre hérité. La dédicace du livre était simple mais puissante, à tous ceux qui ont découvert que leur histoire était plus compliquée qu'on ne leur avait dit, vous n'êtes pas vos secrets. Vous n'êtes pas les mensonges que les autres ont gardés. Vous êtes qui vous choisissez d'être à partir de cet instant. Les larmes de la princesse Béatrice versées dans ce moment privé où l'ADN avait brisé sa certitude avaient arrosé quelque chose d'inattendu.
Pas la destruction, mais la transformation. Pas une fin, mais un commencement bâti sur la seule fondation qui dure vraiment, la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'effet Ripple, l'impact de la révélation de Béatrice s'étendit bien au-delà des murs du palais, créant des vagues qui atteignirent des coins inattendus de la société. En quelques mois, les compagnies de tests génétiques rapportèrent une explosion de demandes d'adultes cherchant à vérifier leur paternité. Les thérapeutes spécialisés dans les traumas familiaux virent leur liste d'attente s'allonger exponentiellement alors que les gens confrontaient des soupçons enfouis depuis longtemps sur leurs origines. Et la docteure Elena Morrison, psychologue de premier plan en question d'identité familiale, observa le phénomène avec une fascination professionnelle. L'affaire Béatrice a donné la permission à des millions de personnes de poser des questions qu'elles n'osaient pas formuler. Soudain, ce n'était plus seulement acceptable de questionner sa parenté. C'était presque courageux. Nous avons vu des enfants adultes de 40, 50, même 60 ans exiger enfin des tests ADN après des décennies à remarquer qu'ils ne ressemblaient en rien à leur père supposé. Le gouvernement britannique, répondant à la pression publique catalysée par l'action de Béatrice, accéléra une législation exigeant plus de transparence dans les cas de conception par don et de reproduction assistée. Le Right to Know Act obligea que les enfants nés par ces moyens aient accès à leurs origines génétiques à 18 ans. Béatrice témoigna devant le Parlement pendant l'examen du projet de loi, son apparition attirant un intérêt public sans précédent. Aucun enfant ne devrait atteindre l'âge adulte pour découvrir que toute sa compréhension de lui-même a été construite par d'autres. L'identité n'est pas un luxe ou un privilège. C'est un droit humain fondamental. La douleur de la découverte est toujours préférable à une vie passée dans l'ignorance trompeuse. Son témoignage fut interrompu plusieurs fois par des applaudissements, une rareté dans les débats parlementaires. Même les critiques de la monarchie furent touchés par son authenticité et son courage. La transformation du protocole royal peut être le plus surprenant. L'épreuve de Béatrice força le palais lui-même à une réforme sans précédent. Et la reine, reconnaissant que la survie institutionnelle exigeait l'adaptation, commanda un examen indépendant des pratiques de secret royal. Le rapport, publié 18 mois après le scandale, fut accablant. La culture de dissimulation du palais, bien qu'historiquement conçue pour protéger la monarchie, l'a rendue vulnérable précisément à la crise que nous avons vécue. À l'ère des tests génétiques et de l'information numérique, les secrets de cette ampleur ne peuvent être maintenus. L'institution doit choisir entre transparence et irrelevance. Les réformes qui suivirent furent révolutionnaires pour les standards royaux, création d'un poste de responsable de la transparence royale, protection pour les lanceurs d'alerte, révision des accords de confidentialité draconiens, et établissement d'un registre génétique pour tous les héritiers directs au trône, avec résultats vérifiés indépendamment et scellés jusqu'à l'âge adulte. Béatrice fut nommée première ambassadrice royale pour la vérité familiale, un rôle qui lui donna plateforme et ressources pour poursuivre son plaidoyer. Elle voyagea beaucoup, parlant dans les universités, conférences et groupes de soutien sur l'impact psychologique de la parenté cachée et l'importance de l'honnêteté génétique. Lors d'un discours particulièrement puissant à Oxford, elle s'adressa à un auditorium bondé. J'ai été élevée dans un privilège inimaginable, avec tous les conforts matériels possibles. Pourtant, j'échangerais chaque tiare, chaque titre, chaque moment de faste royale pour une seule chose, la simple vérité sur qui je suis. Le privilège sans honnêteté n'est qu'une cage dorée. La liberté commence par se connaître complètement. L'ovation debout dura 5 minutes et ces mots furent cités dans les journaux du monde entier, cimentant sa transformation de victime du scandale en championne de la vérité. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager vos pensées dans les commentaires.